l'interview de Awa Don-Melo dans Sans réserve de NCI. Comme je vous l'ai dit, c'est le père Coulibaly Martial qui a fait une analyse et c'est un travail difficile mais hautement important. Analyser le discours politique n'est pas chose facile. Et donc, il faut saluer cet effort et même honorer le temps qu'il a pris pour nous amener à faire ce travail intellectuel gratuitement pour pouvoir donner le savoir aux uns et aux autres. Introduction. Dans l'émission Sans réserve de NCI, face à Ali Diarra-Souba, Awa Don-Melo, homme politique ivoirien, a parlé de sa carrière professionnelle et politique, puis de son rôle au sein de l'Alliance internationale des BRICS. Donc, pour ceux qui ne savent pas, Awa Don-Melo, là, il était en face d'Ali Diarra-Souba. Dans une émission que Ali Diarra-Souba fait, il invite des hommes politiques ou même des hommes influents et il leur pose des questions. Et donc, durant cette émission qu'on appelle Sans réserve, Ali Diarra-Souba a posé la question à Awa Don-Melo, tu fais quoi? Ta politique là, tu fais ça comment? Et puis, on dit que tu es dans l'Alliance internationale des BRICS. C'est comment? Il s'est également exprimé sur les élections présidentielles ivoiriennes de 2025, sur la souveraineté africaine face à l'influence française et sur les enjeux socio-économico-politiques dans la sous-région. En plus des 3 questions, Ali Diarra-Souba lui a posé aussi des questions. Qu'est-ce que tu penses des élections de 2025? Qu'est-ce que tu penses des pays de l'AES qui disent qu'eux n'aiment plus la France? Maintenant, c'est les Russes qu'ils aiment là. Qu'est-ce que tu en penses? Et quelles sont les conséquences sur nos différentes sociétés, sur notre économie et sur la politique de la sous-région ouest africaine? L'interview aborde également ses ambitions politiques et les défis auxquels la gauche ivoirienne est confrontée. Dans la même interview, Ali Diarra-Souba a posé aussi d'autres questions à Awa Don-Melo et parmi ces questions, on lui a demandé « Est-ce que toi tu ne veux pas être celui qui va remplacer Gbagbo? Parce qu'on dit que tu avais créé un mouvement de soutien. Les gens de Gbagbo sont sortis, t'ont insulté. C'est comment? Est-ce que tu peux être clair? Maintenant, vous les gens de la gauche là, ça est l'opposition. Quels sont aujourd'hui les défis que vous avez? Quels sont les problèmes que vous avez? Et quelles sont les solutions que vous voulez mettre en place pour corriger les problèmes que vous avez? Enfin, il évoque son implication dans la promotion des BRICS en Afrique et le rôle de la Russie sur le continent. Et pour terminer, Awa Don-Melo va nous parler du rôle que lui joue dans les BRICS. Les BRICS, là, c'est quelques pays qui veulent créer une nouvelle monnaie. Il y a la Russie, il y a la Chine, il y a l'Inde et il y a aussi l'Afrique du Sud et il y a un autre pays que j'oublie. Voilà, quand ça me reviendra, je vous dirai. Eux veulent créer une nouvelle monnaie. L'Iran, voilà. Ils veulent créer une nouvelle monnaie. Et donc, pour créer cette nouvelle monnaie-là, s'ils arrivent à le faire, ça va devenir un concurrent du dollar américain. Comme ça, le monde sera divisé en 2 blocs. Et comme ça, chacun... Le Brésil, pardon, c'est ça. Le Brésil, merci beaucoup le maréchal Gau. Et donc, quand ils vont faire ça, les États-Unis et le bloc occidental ne seront plus les super puissants. Il y aura maintenant 2 groupes de puissance dans le monde. Et comme ça, on va voir qui est qui. Voilà le rôle des BRICS. Et pour finir, il a parlé du rôle de la Russie sur le continent africain. Et donc, en résumé, ce qu'il faut retenir, le présent résumé a été fait à partir d'une transcription de l'émission Sans réserve, au cours de laquelle Awa Don-Melo a fait un certain nombre de déclarations dont voici les points saillants, ci-après détaillés. Le patriarche Coulibaly Martial nous dit que donc, dans le résumé qu'il a fait de l'émission Sans réserve, voici les détails qu'il va nous donner. Et le premier détail, pour bien comprendre un homme, il faut voir comment lui-même il se décrit. Et donc, c'est la présentation de Awa Don-Melo. Awa Don-Melo se décrit comme un Ivoirien de 66 ans. Comme toujours, il se dit détenteur d'un doctorat en ingénierie des ponts et des chaussées. Et il a un DEA en génie mécanique. En français simple, il dit qu'il a de gros diplômes
doctorat, 2A. C'est bien. Il a été une figure du Parti communiste de Côte d'Ivoire avant de rejoindre le FPI de Laurent Gbagbo. Il dit aussi que ce que beaucoup de personnes ne savent pas, avant de devenir FPI, là, lui, il était communiste. Et c'est très important pour ceux qui vont bien suivre le déroulé. Son militantisme au Parti communiste peut expliquer son rôle politique actuel dans les BRICS. Il dit que c'est au nom même de ce communisme-là, de ce rapprochement idéologique avec la Russie, c'est ce qui fait aujourd'hui que les Russes l'ont pris pour être à côté d'eux, pour pouvoir travailler dans la politique actuelle, pour pouvoir créer un monde où on aura deux mondes opposés, le monde communiste et le monde capitaliste. Il dit voilà comment lui il pense. En effet, Awa Don Melo est le représentant pour l'Afrique centrale et occidentale auprès des BRICS et vice-président de l'Alliance internationale des BRICS. Et donc, c'est au nom de cette idéologie-là qu'il est le représentant de l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale auprès des BRICS et il est aussi le vice-président de l'Alliance internationale des BRICS. Il a dirigé le BNET, c'est-à-dire le Bureau national des études techniques et de développement. Il a été conseiller spécial du président Alpha Condé en Guinée de 2017 à 2021. Il a été nommé conseiller spécial chargé des investissements en Afrique par le patronat russe en septembre 2021. Le PPACI, Parti des peuples, il est le vice-président exécutif du PPACI, chargé de la promotion du panafricanisme. Et pour finir, le PPACI a investi Laurent Gbagbo comme candidat à la présidentielle de 2025, mais son éligibilité est incertaine car il n'est pas inscrit sur la liste électorale. Donc, voilà plus ou moins défini ce que c'est que Awa Don Melo à travers ce qu'il a été en termes de nomination. Mais en termes de capacité, de résultats concrets, vous n'en voyez aucun. On nous dit qu'il a des gros diplômes. On nous dit qu'il a été nommé. On nous dit qu'il a été ceci. On nous dit qu'il est le vice-président exécutif du PPACI chargé de la promotion du panafricanisme. Mais c'est quoi le panafricanisme? Pour atteindre quel objectif? Il a été le conseiller spécial d'Alpha Condé de 2017 à 2021. Mais Alpha Condé n'a pas su mettre en place une politique de développement de la Guinée, ce qui aura été en partie même l'une des raisons qui ont causé son coup d'État et sa chute. Et donc, quand on explique bien ce qu'un homme a été, quand il était au BNET, quels ont été les actes qu'il a posés que les Ivoiriens retiennent de son passage au BNET, je n'en connais pas. Et donc voilà, c'est à cet individu qui se dit détenteur d'un doctorat en ingénierie des ponts et chaussées, mais qui n'a jamais pu construire un pont et une chaussée en Côte d'Ivoire. Et ce monsieur qui se dit détenteur d'un 2A en génie mécanique, mais qui n'a jamais pu créer ne serait-ce que quoi que ce soit, c'est à cet individu-là que nous avons affaire. Et si vous suivez très bien tout ça, vous pourrez être capable de comprendre la suite. Parlons maintenant des BRICS et de l'Alliance internationale des BRICS. Les BRICS sont un club de chefs d'État des pays émergents. Les BRICS, ce qu'il faut savoir, c'est l'association des présidents des pays du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine et de l'Afrique du Sud. Quand on te parle des BRICS, c'est eux. Les 5 pays là, c'est eux. Les présidents du Brésil, les présidents de la Chine, le président de l'Inde, le président de la Chine et de l'Afrique du Sud. C'est eux qui forment les BRICS. L'Alliance internationale des BRICS est un lien entre les BRICS et les pays non membres. Maintenant, lui, Awa Don Melo, qui est vice-président de l'Alliance internationale des BRICS, l'Alliance des BRICS là, l'Alliance internationale des BRICS là, c'est pas les BRICS, c'est simplement une association qui se donne les moyens d'être un pont entre les 5 présidents que je vous ai dit, sinon les 5 pays que je vous ai cités, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, c'est une association qui est entre les deux. Donc, eux sont comme l'intermédiaire entre ces 5 pays-là et les pays qui ne sont pas membres des BRICS. Ça veut dire le reste du monde. Awa Don Melo a intégré l'Alliance internationale des BRICS en 2021 et est devenu vice-président en charge des projets stratégiques. Donc, c'est dans ça que lui, il est.
dans l'Alliance internationale des BRICS et depuis 2021, il est rentré comme membre des BRICS, mais dans l'Alliance internationale des BRICS. Et il est devenu le vice-président de cette organisation. Son rôle est de promouvoir les idéaux des BRICS dans le monde non-BRICS et d'établir des relations entre les pays BRICS et les non-BRICS. Donc, ce que lui fait comme travail là, lui, le président du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine et de l'Afrique du Sud, l'envoie dans les pays où on ne parle pas des BRICS. Les pays qui ne se sont pas ajoutés aux BRICS là. Lui, on l'envoie là-bas, lui, il s'en va, et puis il essaie de convaincre, et puis il donne les idées, et puis il essaie de faire la promotion des pays BRICS. C'est ça, lui, son rôle. Il fait la promotion des pays BRICS dans les pays non BRICS. Donc lui, au lieu de chercher à faire la promotion de la Côte d'Ivoire, au lieu de chercher à faire la promotion de l'Afrique, lui, il a cherché à faire la promotion de leur maître brésilien, de leur maître russe, de leur maître indien, de leur maître chinois et de leur maître sud-africain. C'est ce qu'eux ils appellent le panafricanisme. Donc lui, il est très fier d'être l'agent des Russes, d'être l'agent des Indiens, d'être l'agent des Chinois, d'être l'agent des Brésiliens, d'être l'agent des intérêts sud-africains. Mais il n'est pas fier d'être l'agent des intérêts ivoiriens. Et c'est eux qui nous parlent de panafricanisme. Ceux-là même qui ont trouvé les moyens de se donner des nouveaux maîtres pour oublier l'Afrique. Un homme qui dit être un docteur et détenteur d'un DEA, mais qui n'a jamais rien produit, mais qui n'est pas capable de réfléchir et de se dire que nous devons faire la promotion de notre Afrique pour que le monde entier sache que l'Afrique aussi peut être une force. Mais eux vont faire la promotion des autres États et des autres pouvoirs pour essayer de mettre l'Afrique sous une nouvelle domination d'esclavage. Et là maintenant, on n'aura plus un seul maître, mais on aura 5 maîtres. On aura des maîtres brésiliens, des maîtres russes, des maîtres indiens, des maîtres chinois et des maîtres sud-africains. C'est ça, lui, son boulot. Il voit les BRICS comme une approche compatible avec la vision d'une coopération multipolaire. Donc pour lui, quand on va mettre l'Afrique et surtout la Côte d'Ivoire, qui est son pays d'origine, dans cette salle politique-là, en ce moment donc, le monde va être bien et c'est comme ça qu'eux vont se sentir à l'aise. Le rôle de la Russie en Afrique selon Awadon Melo. Awadon Melo maintenant dans l'émission va nous expliquer le rôle de la Russie en Afrique. La Russie a aidé l'Afrique à passer le statut de pays colonisé à celui de pays indépendant. Il dit que grâce à la Russie, les Français, les Anglais qui nous colonisaient, que depuis que les Russes sont venus en Afrique, les Russes ont mis fin à la colonisation et qu'aujourd'hui, les pays où les Russes sont passés là, ces pays-là sont indépendants aujourd'hui. Bon, de vous à moi-même là, est-ce que ça là c'est vrai? Est-ce que quand vous regardez le Mali là, le Mali est indépendant? Quand vous regardez le Burkina est indépendant? Quand vous regardez le Niger est indépendant? C'est quoi la définition de l'indépendance d'abord? C'est quoi la définition de l'indépendance? Il reste dans un flou qui n'explique pas. Parce que comme au FPI, PPACI, ils sont abonnés à l'école du mensonge et de la tromperie. Seuls dans leur livre d'histoire, eux, ils ont pu écrire que c'est la Russie qui est venue mettre fin à la colonisation et que les pays où les Russes sont là sont indépendants. Allez demander aux Centrafricains. Entre hier et aujourd'hui, qu'est-ce qui était mieux? Allez demander aux Maliens aujourd'hui. Qu'est-ce que les Wagner leur font sur le terrain là-bas? Allez demander aux Libyens quel a été les bénéfices de leur contact avec les Wagners. Allez demander aux Maliens et aux Burkinabés si aujourd'hui les Russes ont pu sauver un territoire et si les Russes ont pu lutter contre le djihadisme. La réponse est non. Mais lui, il trouve que c'est le contraire qui s'est réalisé. Il dit encore que la Russie a soutenu l'Égypte dans la nationalisation du canal de Suez. La Russie a aidé la Chine à se libérer. Là encore, c'est un mensonge. L'histoire du canal de Suez, tout le monde peut le prendre et le lire. Et donc, ce n'est pas vrai. Il dit que la Russie a aidé la Chine à se libérer. Un autre mensonge, troisième mensonge.
Parce que celui qui a libéré la Chine n'a pas attendu la Russie. Mao Zedong, il suffit d'aller lire son histoire. Ça a été un homme qui s'est assumé, qui a mis les intérêts de la Chine avant et qui a fermé, bouclé la Chine pour la développer avant de s'ouvrir au monde extérieur. Quand on dit qu'on est un docteur et qu'on veut travestir l'histoire, nous sommes aussi des contemporains et nous avons la capacité de réfléchir beaucoup mieux que vous, les soi-disant docteurs. Parce que nous n'avons pas d'intérêt à travestir le réel. Et nous disons les choses telles quelles. Et nous invitons les gens à aller voir les réalités. C'est du mensonge. La Russie n'a pas aidé la Chine à devenir ce qu'elle est. Tout le monde connaît l'histoire de Mao Zedong. Comment il a révolutionné la Chine. Comment il a créé la politique du repli sur la Chine pour pouvoir la développer. Cette Chine-là, tout le monde la connaît. Mais il faut être un affabulateur, un docteur en paparazzi pour venir nous dire le contraire de la réalité que tout le monde voit avec les yeux. Mais effectivement, c'est normal, puisque chacun peut lire la réalité selon ses perspectives. Il dit aussi la souveraineté et la présence militaire française selon Awadon Melo. L'indépendance n'est pas synonyme de souveraineté. La présence de l'armée française en Côte d'Ivoire est incompatible avec la souveraineté des États africains. Il faut réviser les accords de défense avec la France. Alors là, cher monsieur, vous êtes en retard. Et voyez-vous, des intellectuels qui sont dépassés même par l'actualité. Je ne dis même pas l'information. Je ne dis même pas le savoir. Parce que ça, il ne maîtrise même pas. Il nous a démontré dans cette émission-là qu'il ne maîtrise même pas l'histoire du monde. Il ne maîtrise pas la géopolitique mondiale. Il ne maîtrise même pas l'histoire du canal de Suez. Il nous a montré qu'il ne sait même pas ce que c'est qu'un pays colonisé et un pays indépendant. Encore, il vient de nous montrer qu'il ne maîtrise même pas l'actualité. Et pourquoi? Parce que venez dire qu'on doit réviser les accords de défense avec la Côte d'Ivoire, entre la Côte d'Ivoire et la France. Mais quand vous étiez au pouvoir là, toi tu as fait quoi? Quand Laurent Gbagbo était au pouvoir là, et que les Français vous ont chicoté en novembre 2004, vous étiez auprès de Gbagbo, qu'est-ce que vous aviez fait pour réviser les accords militaires entre la France et la Côte d'Ivoire? Le 19 septembre 2002, pourquoi vous n'aviez pas demandé à la France de quitter la Côte d'Ivoire? Alors donc quand vous n'êtes plus au pouvoir, vous dites des choses que vous-même vous aviez l'occasion de faire mais que vous n'avez pas pu faire. Vous demandez aux autres de faire à votre place. Ça s'appelle simplement de la lâcheté et de l'inconséquence intellectuelle. On dira simplement que c'est de l'incapacité à s'assumer. Parce que vous aviez été là avant Ouattara. Et au moment où vous étiez là, la France était là. C'est vous qui vous mettiez à genoux pour demander à la France d'aller se mettre en zone tampon pour vous protéger. On peut être aussi malhonnête. Et aujourd'hui, maintenant que vous avez perdu le pouvoir, vous pensez que si on dit la France n'a qu'à quitter, vous allez dire au Burkina, Mali et autres de venir vont faire coup d'État, vous allez venir. Voilà votre idée. Mais regardez comment un intellectuel peut réfléchir aussi bassement. Vous pensez que aujourd'hui, même si la France quitte là, de facto, ça vous permet chaque jour de venir faire coup d'État. Mais vous avez essayé à plusieurs reprises. De 2012 jusqu'en 2017, toutes vos tentatives de coup d'État là, ce n'est pas la France qui a maté, hein, c'est l'armée de la Côte d'Ivoire. Donc là, ça ne va pas répondre à vos aspirations. Mais là où tu rates fondamentalement même encore ton entrée, c'est que tu ne maîtrises même pas l'actualité. Si tu maîtrisais l'actualité, tu allais voir que dire que aujourd'hui, la France, on doit réviser les accords de défense avec la France. Mais ça a été déjà fait, cher monsieur. Et ça a été fait depuis 2012. Et à partir du 25 janvier 2025, les effets vont se faire sentir. L'armée française va commencer à plier ses bagages et rentrer chez elle. Le 43e BIMA revient à la Côte d'Ivoire. Et donc, de quoi est-ce que vous parlez? Un docteur, c'est quelqu'un qui possède un soi-disant DEA, mais qui n'a jamais apporté un bénéfice de son DEA et de son doctorat dans la réalité. C'est un doctorat inutile, c'est un DEA inutile. Quelqu'un qui ne connaît même pas l'histoire de l'Afrique et qui veut travestir l'histoire est un ignorant. Tu peux avoir un doctorat et puis être un ignorant. Et quelqu'un qui ne connaît même pas l'actualité, c'est-à-dire ce qui se passe là, il y a quoi qui se passe? Et puis maintenant, je vais adapter mon discours. Tu n'es même pas capable de créer un discours cohérent. Parce qu'aujourd'hui,
aller à une émission aussi importante que celle-ci et venir nous dire que la Côte d'Ivoire doit reviser les accords de défense avec la France, mais monsieur, c'est que vous ne regardez pas la télé, ou bien votre cécité mentale vous a rendu complètement amnésique. Parce que tout le monde a vu à la télévision, même nos parents qui ne comprennent pas français, quand on leur a expliqué, ils disent il y a quoi? On dit non, quand de l'homo là, à tout maudit là, les Français disent, Ouattara dit non qu'à quitter, ils ont déjà remis ça aux gens, à l'armée de Côte d'Ivoire. Ils disent après encore il y a quoi? Ils disent ah, déjà on ne savait pas encore, 43e Bima là, ils disent 25 janvier là, qu'ils s'en vont. On dit mais ça ils ont décidé quand? Ils disent depuis 2012. À 2012 au moins les probabos attaquaient partout là. Il dit ah Ouattara a dit de partir. Les Français aussi disent qu'il veut partir. La grande différence entre vous et nous, c'est que vous êtes des incapables à vous assumer. Et vous voulez toujours que les autres fassent tout à votre place. Et vous êtes des gueulards, des docteurs gueulards. Et c'est pourquoi je vous appelle des docteurs poubelles. Toi, Ouattara me met en face de toi. En 5 minutes, j'ai fini avec toi. Et je vais montrer que ton doctorat là n'a aucune importance. Parce que ma capacité de réflexion va te noyer. Je l'ai déjà fait à ton ami Boga Sako. Et encore, il y a un farfelu du PDCI. Hier, là, je lui ai fait ça. Parce que nous, notre capacité, notre dynamisme à la réflexion est lié au poids du réel. Parce que dire qu'on est un docteur, dire qu'on est ceci, mais quand on te demande tout ce que tu es là, ça a quelle importance dans la réalité? Ça a apporté quel avantage à ton peuple? Rien. Donc là, on s'en fout de docteurs poubelles gueulards. C'est ce qu'il faut retenir. Des gens qui ne maîtrisent ni l'actualité, ni la géopolitique mondiale, des gens qui n'ont aucun objectif. Vous, votre choix aujourd'hui, c'est d'être les agents russes pour essayer d'esclavagiser à nouveau l'Afrique. Et en ayant 5 mètres, des Indiens, des Chinois, des Sud-Africains, des ceci, des cela, des Russes. Comme si l'Afrique même n'avait pas pour vocation de devenir un continent dont on peut faire la promotion. Qu'est-ce que si vous êtes véritablement panafricain, vous devez faire la promotion de l'Afrique. Éveiller les Africains sur leur potentiel. Leur dire de se mettre au travail. La Chine, de la manière Mao Zedong a développé la Chine, en se repliant sur elle-même et puis en se relançant. On doit copier les bons exemples. Mais non, on rentre dans les solutions de la facilité pour dire non, non, non. Si on se lie à des maîtres russes, indiens, chinois et autres là, brésiliens, et ils vont nous protéger, nous on va prendre le pouvoir. Tout ce cinéma que vous êtes en train de faire là, c'est comment vous allez prendre le pouvoir, c'est tout. Mais même si on vous donne le pouvoir, vous n'avez aucune stratégie pour gérer. On va maintenant, dans un autre temps, analyser la situation politique en Afrique de l'Ouest selon Awa Melo. Comment lui voit l'Afrique de l'Ouest et la politique qui se déroule ici en Afrique de l'Ouest actuellement. Lui, là, il pense quoi de ça? Le multipartisme ne garantit pas la démocratie. Ah oui, ça, il a bien dit. Ça, c'est vrai. Parce que Laurent Gbagbo qui voulait mentir à tout le monde que lui, il a été le père du multipartisme, quand on l'a désavoué ici, pour présenter à tout le monde que celui qui a été le moteur impulseur de la démocratie et du multipartisme en Côte d'Ivoire, après la réunion de la Baule, c'est Alassane Ouattara. Ça, tout le monde le sait aujourd'hui. Mais quand toi, tu viens nous dire que le multipartisme ne garantit pas la démocratie, je suis totalement d'accord avec toi. Pourquoi? Parce que Laurent Gbagbo n'a jamais été un démocrate. Il était un dictateur, un autocrate, un potentat, un despote sanguinaire. Et ça, on s'en souvient. Et même aujourd'hui, dans son comportement actuel, il ne fait pas preuve de cohérence politique. Et donc, quelqu'un qui n'est même pas cohérent pour se donner une identité politique. Hier, il était socialiste. Avant cela, il était communiste. Aujourd'hui, il est maintenant dans une politique hybride. Il dit qu'il est panafricain. Ce qui ne signifie absolument rien que de se donner de nouveaux maîtres. Et toujours sur fond de haine tribale, de division des Ivoiriens. Et ça donc, on ne peut pas parler d'un démocrate. Et là, vous avez raison. Il suffit de prendre l'histoire de Laurent Gbagbo, de prendre l'histoire de Henri Konan Bédié. On comprend qu'effectivement, le multipartisme n'est pas synonyme de démocratie. Là seulement, tu as raison. Souvent, le parti au pouvoir transforme l'État en sa propriété. C'est la meilleure définition du FPI que tu donnais. Et c'est pourquoi, quand Laurent Gbagbo dit « je vais faire circuler l'argent », on comprend bien. Parce que vous transformez le parti au pouvoir en un groupe d'intérêts économiques et vous arrivez à satisfaire les besoins de ceux qui sont avec vous
au détriment de la majorité des populations. C'est comme ça que vous avez transformé le pays. Et c'est très intéressant quand tu donnes à travers ce que tu es en train de dire, en pensant que tu critiques, tu es en train de montrer votre limite et votre conception même du pouvoir d'État. Les partis d'opposition sont traités de manière inégale. Il faut passer du multipartisme à la démocratie, où tous les citoyens sont égaux devant la justice. Je suis encore d'accord avec vous. Si tous les citoyens doivent être égaux devant la justice, donc Laurent Gbagbo ne peut pas violer la justice. Et qu'est-ce que la justice de la Côte d'Ivoire dit aujourd'hui sur Laurent Gbagbo? Ça, on est d'accord. Si on doit pratiquer la démocratie, est-ce que se lever pour demander à des gens d'aller prendre contact avec des putschistes, pour les applaudir, pour qu'eux aussi puissent avoir le courage de venir attaquer la Côte d'Ivoire, est-ce que ça aussi, c'est un acte de démocratie? Et donc, vous avez totalement raison. Il y a des différences entre les partis qui s'octroient des droits et ceux qui veulent donner des droits à chacun. Et effectivement, quand on prend le Laurent Gbagbo de l'opposition, le Awadon Melo de l'opposition et le Awadon Melo de 2000 à 2010 et le Awadon Melo qui a géré le pouvoir avec Laurent Gbagbo, on se rend bien compte qu'il y a une très grande différence. Parce que quand vous étiez dans l'opposition, vous avez fait miroiter tout ce qui était positif aux populations. Mais une fois que vous, Awadon Melo, avec Laurent Gbagbo, aviez été au pouvoir, le droit que vous avez accordé aux Ivoiriens, si tu parles, on te donne le droit aux charniers. Si tu parles, le droit aux escadrons de la mort. Si tu parles, le droit au cimetière. Si tu ne veux pas être comme nous, pour faire la promotion de la prostitution et de l'immoralité, c'est que tu es un individu à battre. On vous a vu ici tomber dans l'enrichissement illicite. Vous avez endetté le pays de plus de 7 760 milliards sans même être capable de poser une brique aujourd'hui. Si c'est ça, donner des droits à chacun, en tout cas, c'est le droit à la négativité que vous avez laissé en héritage à la Côte d'Ivoire. Et c'est pour ça que nous ne voulons plus de vous. Qu'est-ce que Awadon Melo pense des élections présidentielles de 2025? Selon Awadon Melo, le jeu démocratique n'est pas équilibré en Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo n'est pas éligible et c'est une injustice. Bon, regardez quelqu'un. Lui-même, il dit que les citoyens doivent être égaux devant la loi. Quand on lui pose la question de la démocratie, mais tellement il n'est pas cohérent. Je me demande comment il a fait pour avoir son doctorat. Il vient maintenant ici, quand il s'agit des élections en Côte d'Ivoire, il dit là maintenant, on ne peut plus traiter les citoyens de façon égale devant la justice. Puisque Laurent Gbagbo n'est pas éligible, donc c'est une injustice. Mais tu as bien dit que pour passer du multipartisme à la démocratie, il faut que le droit de chaque citoyen soit respecté. Est-ce que Laurent Gbagbo, en allant branquant la BCEAO, il a respecté les droits des Ivoiriens? Et donc la justice ne devait pas le juger. Et donc ça devient une injustice. Tu vois comment tu deviens faible avec ton doctorat imaginaire et ton 2 en poubelle? Ça veut dire, ton discours interne là, tu n'arrives même pas à créer une cohérence pour que les gens qui veulent t'accorder du respect se disent, ce qu'il dit, ça tient. Quand on compare tes propos, on voit que tes propos sont discordants. Pour vous, tant que les choses ne vont pas dans votre sens, tout est mauvais. Mais ce n'est pas comme ça que le monde fonctionne. Les criminels doivent se retrouver en prison. Comme tu l'as dit, tous les citoyens doivent être égaux devant la loi. Et c'est ce qu'on est en train d'appliquer. Laurent Gbagbo est un citoyen lambda qui sera jugé comme tous les autres. Et il sera mis au pied de la loi comme tout autre citoyen, que cela vous plaise ou pas. La commission électorale serait dominée par le parti au pouvoir, ce qui pose problème. Voilà encore un autre mensonge. Ici, par plusieurs fois, on vous a fait la commission centrale électorale. On vous a donné les différents membres. Les opposants ont 6, le parti au pouvoir 4 ou 5. Mais on a fait des émissions, on vous a expliqué ici. Mais lui, il ne sait pas ça. Et donc, les mêmes rhétoriques, les mêmes mots d'endoctrinement du PPACI, FPI, LMP là, il reprend ça pour dire, pour répéter ça. Mais ce que vous répétez là, ce n'est non seulement pas la réalité, mais ça ne sera pas aussi, c'est pas comme ça aussi que les choses vont fonctionner. Parce que vous avez beau parler là, ça ne va rien changer. La réalité va s'imposer à vous. Toutefois,
Il reconnaît que le jeu de la chaise vide pratiqué par l'opposition par le passé a eu des conséquences négatives. Il dit donc que être là sans participer à des élections, là, que ça a beaucoup coûté cher aux partis de l'opposition. Donc là, ils iront à des élections. Mais ce qu'il faut rappeler à M. Awadon Melo, si la commission électorale indépendante en Côte d'Ivoire est disproportionnée, mais demandez à ceux qui sont là de démissionner. Demandez aux opposants qui sont là de démissionner. Pourquoi ils ne veulent pas démissionner? Pourquoi le parti, le PPACI, demande à être vice-président et ne demande pas à ce qu'on reformule tout pour que ce soit 50-50, 50-50? Si ce n'était pas proportionné, pourquoi le FPI demande à être vice-président et ne demande pas à ce que, numériquement parlant, vous ayez les mêmes normes? Mais soyez un peu intelligent quand même, monsieur docteur soi-disant. Ambition politique personnelle affirmée par Awadon Melo. Est-ce que Awadon Melo a des ambitions d'être président de la Côte d'Ivoire? Awadon Melo affirme que tout homme politique qui a un idéal a l'ambition de jouer un premier rôle. C'est un principe pour lui. Il dit oui, il dit si tu es un homme politique là, mais c'est totalement normal que tu veuilles être président de la Côte d'Ivoire. Il dit donc là, ça même c'est quelque chose on ne doit même pas discuter même. Oui, lui veut être président. Il dit n'avoir pas entrepris d'initiative pour susciter une candidature à la présidence. Il dit mais actuellement là, lui n'a pas encore demandé à quelqu'un de faire campagne ou bien d'aller créer un comité de soutien pour lui, pour que lui va être candidat à la présidence. Il avoue que ce serait un accomplissement, voire un aboutissement pour lui, d'avoir la mission d'être candidat du PPACI si Laurent Gbagbo le désignait. Là, il est en train de parler en style politique. Il dit, mais si Laurent Gbagbo décide que lui, Awadon Melo, il n'a qu'à être candidat du PPACI, que lui va être candidat du PPACI. On a senti quelques hésitations à affirmer contre Laurent Gbagbo. Il a peur de pratiquer un parricide politique pour affirmer ses ambitions politiques pour les présidentielles de 2025. Il a peur manifestement des réactions des Gors. Mais en réalité, Awadon Melo, il a peur des Gors. Il a peur de la violence des Gors. C'est pourquoi il n'a pas le courage de s'assumer. Sinon, tu ne peux pas dire, oui, tout homme politique veut être président, et en même temps dire, non, 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 il faut que ce soit Laurent Gbagbo qui me désigne. Mais qu'est-ce qui prouve que toi, là, tu es plus méritant que d'autres qui sont là? Mais comme il a peur de s'assumer, et donc il fait dans un discours politiquement correct, pour essayer de rester nuancé, on appelle ça l'ambivalence. Mais en réalité, c'est que cette peur la cache. C'est qu'il n'a pas envie qu'on dise au PPACI, c'est lui qui est venu et qui a tué Gbagbo. Il n'a pas envie d'être le tueur de Gbagbo. Et donc il a peur de la bouche des Gors. C'est pourquoi il n'est pas capable de s'assumer. Et donc quelqu'un qui ne peut même pas s'assumer là, est-ce qu'il peut être président de la Côte d'Ivoire? À chacun de répondre. Il reconnaît que la gauche ivoirienne est émiettée. Il dit que ce sont des ajustements de calendrier, des activités du PPACI qui ont fait qu'il n'a pas pu faire certaines conférences qui étaient prévues. Il atteste les mouvements de soutien pour lui ne sont des mouvements de soutien à son action dans le cadre des BRICS qui ont été créés. C'est un évitement. Il a peur des réactions des Gors. Et donc, il dit qu'actuellement, là, vrai, là, ça ne va pas dans le parti de Laurent Gbagbo, là. Il dit ça ne va pas. Il dit en plus de ça, là, si lui n'a pas pu faire certaines conférences, c'est parce qu'il y a eu des changements de programme. Mais que tout dernièrement, là, les gens qui l'ont soutenu à Paris, là, non, 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 en fait, c'est pas pour le soutenir pour qu'il n'a qu'à devenir président. Hein. Ils l'ont soutenu comme lui, il est l'esclave des BRICS, là. C'est ce que je vous ai dit, là. Comme lui, il est l'esclave, là, le nègre de maison, là. Donc, là, c'est dans ça que les gens sont venus le supporter pour dire, oui, tu es un bon nègre de maison. Comme tu veux qu'on a qu'à avoir des nouveaux maîtres chinois, russes, indiens, brésiliens et autres, là, avec sud-africains, là. Ah, il faut continuer dans ça, hein. Il faut continuer dans ça. Il ment aux gens que c'est dans ça que lui, les gens sont venus et ils l'ont supporté là-bas. Mais en réalité, l'homme a peur. Il a peur de la bouche des Gors. C'est tout. Il insiste sur l'importance de passer d'une économie de matières premières à une économie de matières grises. Ce que le FPI n'a pu réaliser en 10 ans de gestion calamiteuse du pouvoir. Et donc, pour faire dans la comédie comme savent le faire les gens du PPACI, FPI, MLMP, MGC, COGEP, GPS, il dit qu'aujourd'hui, là, les économies, on a cultivé cacao, on a fait Rio, on a fait salade, on a fait ça là.
Il dit, on n'a qu'à quitter dans ça. On va faire maintenant l'économie des cerveaux, des hommes intelligents. C'est vous qui pouvez dire ça. Camarade H, ce n'était pas un homme intelligent. Est-ce que vous lui avez permis que son cerveau puisse travailler? Quand je prends un monsieur comme monsieur Émile Théé, quelqu'un qui réfléchit et qui dit Alassane Ouattara était premier ministre pour nous éviter 10 ans de guerre, laissez qu'il soit candidat et puis il va perdre tout à passer à autre chose. Est-ce que vous avez permis à son cerveau de réfléchir et de travailler pour la Côte d'Ivoire? Le docteur Dakouri, docteur, vous avez empêché son cerveau en le massacrant. On peut citer les gens à l'appel que vous avez massacrés. Eux aussi, ils avaient un cerveau. Mais vous n'aviez pas permis que ces personnes-là puissent mettre leur cerveau à la disposition de l'économie africaine. Vous les avez massacrés. Et vous-même qui étiez des docteurs, Laurent Gbagbo docteur, Afinguessan docteur, Simon docteur, et qui encore docteur, Kone Katina docteur, Mamadou Koulibaly docteur, tout le monde docteur, docteur. Mais vous avez eu 10 ans de gestion du pouvoir. Ça s'est passé comment? Vos cerveaux là, vous avez enlevé ça de vos têtes pour mettre ça dans une valise et puis mettre cadenas dessus ou quoi et puis jeter dans la mer ou bien. De 2000, du 26 octobre 2000 au 11 avril 2011, est-ce que vous avez payé des cadenas? Il y avait des coffres avant que nos mamans avaient. C'était des coffres en fer. C'était vert, rouge, blanc. Vous avez payé ça chacun un. Vous êtes partis, on a enlevé vos cerveaux. On a mis dedans. Avant de mettre dans la caisse, là, on a congelé. On a mis dedans. On allait payer cadenas. On a fermé. Et puis on allait jeter ça dans la mer. Et au moment où vous étiez là, vous ne savez pas que vos cerveaux, là, on devrait utiliser pour faire une économie des matières grises. Toi, tu étais au BNET. Toi, Awadon Melo, là, ton cerveau était où? C'était dans le WC public d'Adjamé. C'est maintenant que ton cerveau est revenu. Là, tu vas nous dire maintenant, comme mon cerveau est revenu maintenant là, ça fait que maintenant là, c'est maintenant je sais qu'on doit utiliser la tête pour travailler. Un régime de sanguinaires. Est-ce que vous n'utilisez pas votre cerveau pour massacrer les Ivoiriens? Quand vous avez été incapable de faire des choses, en plus vous étiez des professeurs d'université, mais vous n'avez même pas été capable de construire un lycée d'excellence. Vous n'avez pas été capable de construire une université. Quelle honte! C'est vous qui allez parler de cerveau aux gens aujourd'hui. Vous êtes très mal placé. Parce que votre gestion calamiteuse et votre infréquentabilité et votre stupidité dans la gestion du pays démontrent que vous êtes des gens incapables, des ignorants qui veulent se faire passer pour des savants alors que vous êtes des ploucs. C'est les gens qui s'amusent avec vous. Mais si Dieu fait qu'un jour, moi, je rencontre un de vous là, votre doctorat là, vous allez mettre ça pour allumer feu. Tellement je vais vous démonter en pièces. C'est les autres qui s'amusent avec vous. Il estime que 2025 est une échéance capitale pour la Côte d'Ivoire. Ça, tu as raison. 2025 est tellement capital. Ça sera la fin de tous les contrebandiers politiques. Ça sera la fin de tous les mercenaires politiques comme toi, Awadon Melo. Ça sera la fin de tous les mécréants et les impies, ce que les Djoulas appellent cafri politique là. Ça sera votre fin cette fois-ci. Je répète, les gens qu'on appelle les cafri politiques, les mécréants politiques, les impies politiques, les politistes politiques là, vous là, 2025 là, on va enlever vos cocos et puis ça sera vos terminus. On vous attend cette fois-ci. Et la population vous attend cette fois-ci. On va couper vos queues sans anesthésie. Et on va mettre fin à cette chienlit. Des gens qui se promènent. Et ce qu'ils ne peuvent pas faire là, c'est eux disent aux gens de faire ça. C'est pas Babo qui dit que lui, il n'est pas juge. Donc vous voulez que Ouattara n'a qu'à devenir juge. Si Ouattara est garçon, il n'a qu'à devenir juge. Si les juges de la Côte d'Ivoire ne se sont pas réunis pour aller le boxer, il va comprendre. Si Ouattara est fort, il n'a qu'à aller prendre le chef d'état-major. Chacun joue son rôle. Et l'État, dans le dernier dialogue que l'État a fait avec vous là, il y a un mot que l'État vous a dit, mais vous ignorez, que les institutions fonctionnent. Ça veut dire, chaque institution est autonome. Et si vous vous amusez là,
vous allez comprendre que les institutions fonctionnent. Donc 2025 sera une échéance capitale parce que les esbrouffeurs comme vous, les contrebandiers et les croque-morts politiques, ça sera la fin de leur saison. Maintenant, il y a une autre question. Est-ce que Awadon Melo condamne les coups d'État? Est-ce qu'il aime les coups d'État ou il est contre les coups d'État? Ça encore, ça a été une autre question. Awadon Melo n'a pas explicitement condamné les coups d'État en Afrique de l'Ouest. Mais il a plutôt fourni une analyse sur les raisons sous-jacentes de ces événements. Il soutient les coups d'État. Mais comme ce sont des malhonnêtes, aujourd'hui, leur souhait, c'est de faire coup d'État en Côte d'Ivoire. Il ne peut pas dire que c'est faux. Les preuves sont là et surabondent. Mais comme il ne peut pas dire ça, pour dire oui, nous on veut qu'il y ait coup d'État en Côte d'Ivoire, parce que Draman on veut l'enlever. Mais comme il ne peut pas dire ça, parce que il pense que c'est qu'il veut cacher là, qu'on ne sait pas. Alors que ça se voit, c'est eux seuls qui ne voient pas. C'est ce que j'ai dit. Quand un idiot parle, il parle pour parler beaucoup, en pensant que les hommes intelligents ne comprennent pas. Alors que ce soit ce que lui dit, et lui-même là, tout le monde, on a déjà tout compris. Il dit non, les coups d'État là, lui il peut rien dire sur les coups d'État, mais qu'est-ce qui fait qu'il y a les coups d'État? C'est ce qu'on a vu. Mais tous ceux qui ont fait coup d'État là-haut, est-ce que avant les coups d'État, et puis aujourd'hui là, quand tu compares là, les gens disent que même hier était mieux qu'aujourd'hui. Il faut aller au Burkina, il faut aller au Mali. Est-ce qu'il y a la liberté de la presse aujourd'hui là-bas? Est-ce qu'aujourd'hui on ne prend pas des civils non entraînés pour aller les mettre au front? Est-ce qu'aujourd'hui il n'y a pas les assassinats ciblés? La même chose au Mali. La pauvreté, les gens qui ont été déplacés, les mercenaires que vous avez fait venir, qui sont en train de violer les femmes, de tuer la population. Est-ce que quand les civils étaient là, ces choses-là se passaient? Mais aujourd'hui, les régimes de coup d'État que vous avez soutenus là, tous ces méfaits que je viens de citer, c'est avec les régimes de coup d'État que cela arrive. Et aujourd'hui là, les gens qui sont dans ces pays-là disent que si on savait, on n'allait pas suivre aujourd'hui les coups d'État. Mais vous, tellement vous avez la haine pour la Côte d'Ivoire et pour un homme du Nord, Alassane Ouattara, parce que c'est ça le fond du problème. Pourquoi c'est un homme du Nord qui vous commande? Donc il faut que ce monsieur-là quitte. Et donc, tu fais dans la malhonnêteté en disant non, ce sont les raisons des coups d'État qu'il faut voir, etc. Mais effectivement, même si on regarde ces raisons-là, est-ce que ces raisons-là ont trouvé solution quand les putschistes sont venus? Non, mais les choses se sont empirées davantage. Selon lui, Awadon Melo, le processus démocratique en Afrique emprunte plusieurs chemins et le multipartisme ne garantirait pas nécessairement la démocratie. Ah oui, on a entendu parler de ça. Maintenant, quand vous-même vous étiez au pouvoir, là, vous avez fait quelle démocratie? Si vous aviez fait de la démocratie, c'est là que vous pouviez exiger un plus. Avant de dire que les autres doivent faire démocratie, là, démocratie que vous-même vous avez fait, là, prenez ça et puis dites aux autres, voilà ce que nous on a fait. Et donc aussi, là, qu'est-ce que vous avez ajouté sur pour nous? Si vous arrivez à faire ça, on va comprendre que démocratie dont vous parlez là, c'est que c'est une réalité. La démocratie là, c'est pas quelque chose qui existe et puis on prend. Hein. C'est un comportement. La démocratie là, c'est une manière de comprendre la vie. Les blancs que vous voyez là, la démocratie là, c'est un comportement. Est-ce que vous les gens du PPACI, FPI, MGP, PPACI, GPS, LMP là, est-ce que vous avez des comportements démocratiques? Que ce soit quand vous étiez au pouvoir ou même dans l'opposition, quand vous défiez les institutions de l'État, quand vous bafouez les institutions de l'État, quand vous partez vendre le pays à l'ennemi, est-ce que c'est un comportement démocratique? Donc, quand vous êtes des incapables, des ignorants et des inaptes à faire ce que vous dites, vous ne pouvez pas dire des jolis mots pour impressionner quiconque. Ça ne va plus tromper quelqu'un. C'est nous notre responsabilité de venir dire que vous êtes dans le mensonge, dans l'escroquerie politique. Il souligne que dans de nombreux cas, le parti au pouvoir transforme l'État en sa propriété, traitant les autres partis de manière inégale. Cette situation, où la citoyenneté à double vitesse, conduit à un blocage du processus démocratique. Don Melo explique que lorsque le parti au pouvoir utilise les instruments de l'État contre l'opposition, cela peut conduire à des burifications, faisant référence au coup d'État. Il dit, quand le gouvernement fait du mal aux gens, c'est là qu'il y a coup d'État. Mais c'est trop facile. Qu'est-ce que le gouvernement de Roch-Marc Kaboré faisait qui soit plus mal que ce qu'Ibrahim fait aujourd'hui? Qu'est-ce que le gouvernement d'Ibrahim Boubacar Touré Keïta faisait qui soit mal que ce qu'Assimi fait aujourd'hui? Qu'est-ce que le gouvernement de Bazoum faisait qui soit mauvais ou pire que ce que
Tiani fait aujourd'hui. Arrêtez pour justifier l'injustifiable. Vous êtes capable même de vendre votre mère au diable. Tu peux vendre ta maman à Satan pour justifier l'injustifiable. Mais les gens sont intelligents. Et nous, des intellectuels comme vous, qui n'avons pas peur et qui ne nous reprochons rien là, nous, on va dire la vérité à tout le monde. Et les gens auront leur cerveau pour réfléchir. Awadon Melo précise qu'il ne justifie pas les coups d'État, mais qu'il en fait une analyse pour expliquer les raisons qui les provoquent. On a compris. Mais vous aimez coup d'État. Parce que vous avez envoyé quelqu'un, Kone Katina, pour aller applaudir les coups d'État. C'est ce qu'on retiendra de vous. Un parti de déstabilisateurs et un parti d'intellectuels incapables et donc de vauriens qui se donnent des allures d'intellectuels alors que ce sont des ploucs au front aplati. Awadon Melo mentionne malhonnêtement l'exemple du Front populaire ivoirien qui, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, a appelé à l'inclusion et a fait appel à toutes les filles et les fils pour gouverner, soulignant que les compétences étaient privilégiées par rapport aux appartenances politiques. Ça là, on peut être malhonnête jusqu'à ce point-là. Qui a dit à Divo, matez-les. Tous ceux qui se révoltent, matez-les. Après, on va voir si on peut trouver quelques raisons. Laurent Gbagbo. Qui a tué des gens au nom de leur appartenance politique? Laurent Gbagbo. Qui a divisé le pays en faisant les vrais Ivoiriens qui étaient les patriotes et les Ivoiriens rebelles parce que leurs origines étaient liées à ceux qui ont fait la rébellion? Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, vous pouvez venir dire que vous avez mis les Ivoiriens ensemble. En tout cas, ce n'est pas nous les Ivoiriens. Ce n'est pas nous les Ivoiriens qui avons vécu dans votre dictature. Voilà des dictateurs qui veulent aujourd'hui penser que vos bouches là, quand vous allez les ouvrir pour parler là, que ça va changer le monde. Mais les faits sont là, les vidéos sont là, les réalités sont là. Vous pouvez dire que vous avez jugé les Ivoiriens en fonction de leurs compétences. Tu te souviens de la réunion qui a été faite chez Afin Guessan? Tu te souviens bien de la réunion qui a été faite chez Afin Guessan, où Mamadou Koulibaly et puis Désiré Tagoro étaient en palabre, tellement vous avez privilégié vos parents de l'Ouest, des villageois qui deviennent gendarmes le jour au lendemain, des villageois qui deviennent policiers, des gens qui n'ont même pas le CEP. Quand Mamadou Koulibaly, vous avez fait 6 heures de réunion. Si ça c'est faux, sortez encore pour venir dire quelque chose d'autre. Donc même quand on veut mentir là, je demande là, si tu as femme et enfant là, il faut avoir un peu honte. Awadon Melo. Même si tu n'es pas respecté de ta propre personne et que tu n'as pas de dignité là, mais pour mentir là, il faut te dire mon mensonge là. Quand quelqu'un d'autre va découvrir, puis on va mettre ça au jour là, ma femme et mes enfants auront honte. Il oppose cette approche à celle où un parti s'octroie les droits. N'est-ce pas une façon de dire que le FPI a bien gouverné la Côte d'Ivoire? Or, les faits de 2000 à 2010 nous enseignent le contraire. Donc, en quelque sorte, le FPI a bien dirigé la Côte d'Ivoire. C'est ce que tu veux nous dire. Mais les faits sont là. Hein? Gbagbo lui-même dit qu'il n'a été responsable de rien. Gbagbo dit que lui n'a été responsable de rien. Parce que c'est à cause de la guerre que lui n'a pas pu travailler. Donc là, de quelle bonne gestion vous nous parlez? Gbagbo, même votre patron, dit que lui n'a été responsable de rien. Parce qu'à cause de la guerre, il n'a pas travaillé. Donc, de quoi est-ce que vous nous parlez? Et puis, les vidéos sont là, hein, de 2000, du 26 octobre 2000 jusqu'au 11 avril 2011. Vos propos, vos faits et vos agissements sont là en vidéo. Et donc là, les Ivoiriens conscients savent de quoi il est question. En réalité, au lieu de condamner directement les coups d'État, Awadon Melo les a plutôt justifiés en mettant en lumière les faiblesses des systèmes multipartites africains qui peuvent mener à ces actions. Il propose une analyse nuancée des causes de ces événements en soulignant l'importance d'une démocratie inclusive où tous les citoyens sont égaux devant la justice et l'administration. Et donc, quand il est incapable de dire la vérité, il rentre dans une posture amphibienne, il n'est ni sur terre ni sur l'eau, pour nous dire que non, il y a des jours là, les poissons peuvent avoir des plumes et puis ils peuvent même s'envoler. Il y a des jours où il nous dit que non, 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 que souvent même là, que les vers de terre peuvent aller nager dans la mer.
Souvent même, ils nous disent, non, les vers de terre même peuvent avoir pied pour marcher. Quand on n'a rien à dire, on peut se taire. Bon, les coups d'État que vous justifiez là, pourquoi vous-même, vous ne venez pas faire coup d'État maintenant? Si démocratie n'est pas bien là, démocratie, c'est pas comme un bic qu'on se va payer dans le magasin. Hein. C'est un comportement qu'on prend. On enseigne ce comportement. On ne tue pas ses concitoyens. On ne brime pas ses concitoyens. On ne crée pas un parti dictatorial sanguinaire comme celui du PPAC, LMP, MGP, Kobjiko, GEP, GPS. On ne fait pas ça. Et la démocratie, c'est la capacité d'avoir de la dignité. Quand on a échoué, Afin Essam dit dans ses propos que c'est parce que vous avez échoué dans la gestion que vous avez perdu le pouvoir. Donc de quoi est-ce que vous voulez nous parler? Et donc, incapable donc d'assumer ces réalités-là, vous voulez justifier l'injustifiable. Mais ça ne se passe pas comme ça. C'est l'incapacité des hommes politiques à assumer leurs responsabilités. Aujourd'hui, Ibrahim Traoré, Ibrahim Kaka est un homme irresponsable. Assimi, le Goitreux, est un homme irresponsable. Tiani, le seul président au monde aux dents pourries, est un irresponsable. Et l'irresponsabilité commence par le fait de ne pas être capable d'assumer le rôle pour lequel on a été formé. Et toi-même, avant de tu es un irresponsable. Parce que ton diplôme, ça n'a jamais servi à quelque chose. Et regarde tes propos qu'on arrive à déconstruire aussi facilement. Ça veut dire que ce sont des propos avec une capacité de réflexion très basse. Autrement dit, il soutient le coup d'État, puisqu'il considère que c'est une solution quand il y a blocage institutionnel. Or, les coups d'État contre les régimes politiques démocratiquement élus constituent un braquage du pouvoir. Ce sont des coups d'arrêt à la démocratie. Les coups d'État sont anticonstitutionnels, antidémocratiques et considérés comme des crimes imprescriptibles par plusieurs constitutions, y compris celle des putschistes maliens, nigériens, burkinabés, récemment adoptés par référendum. Awadon Melo, les coups d'État sont bons. Et effectivement, ton chef Laurent Gbagbo a dit ça. Il dit, le coup d'État contre Bédié est un coup de pouce à la démocratie. C'est même une révolution aux œillères. On a vu ça. Après lui, ton ami Sorogiem est sorti. Il a dit la même chose. Ton ami Blé Goudé est sorti. Il a dit la même chose. On connaît déjà votre pensée. Ça est là en vidéo. On peut vous le prouver. Il suffit de nous mettre au défi. Mais ce qui est encore plus intéressant, quelle que soit la beauté de ce que vous allez dire pour justifier le coup d'État là, ceux qui ont fait le coup d'État là, moi je pose toujours cette même question. Prenez tous ceux qui ont fait le coup d'État, les pays qui se sont transformés en faiseurs de coups d'État là, venez nous faire le bilan des coups d'État. On va diviser devant tout le monde. Quand on fait coup d'État, voilà les bénéfices et puis voilà les conséquences. Ça là, tout le monde peut réfléchir dessus. Et tout le monde comprendra que quand on permet le braquage du pouvoir, qui peut accepter qu'on ait le braqué dans sa maison pour prendre ses objets? Les putschistes, c'est la même chose. Ils s'en vont au palais, ils prennent le pouvoir. C'est comme si quelqu'un va dans ta maison avec un pistolet et puis il prend tes effets. Est-ce que tu seras content? Eux, au FPI, PPACI, LMP, PPACI là, eux disent que c'est ça qui est bien. C'est ça même, c'est comme une révolution. Quand quelqu'un se va voler le pouvoir, faire braquage de pouvoir là, ou même quand quelqu'un te braque là, la personne a bien fait. Eux, ils applaudissent la personne. Et donc, on leur dit, tous les coups d'État qui ont été faits là, est-ce que les coups d'État sont constitutionnels? Pour parler de démocratie, il faut être capable d'abord de respecter la Constitution. Mais vous faites l'apologie des coups d'État. Et en même temps, vous voulez la démocratie. Non. On ne peut pas demander à un braqueur d'être un représentant de la loi. On ne peut pas demander à quelqu'un qui a braqué les gens d'être en même temps le policier. Donc ne demandez pas l'impossible aux putschistes. Et donc, quand vous partez applaudir les putschistes, c'est que ces putschistes-là même sont mieux que vous. C'est parce que vous n'avez pas le pouvoir qu'aujourd'hui, vous voulez que les putschistes fassent des coups d'État en Côte d'Ivoire. Mais demain, quand vous aurez le pouvoir, là, est-ce que vous allez dire la même chose? C'est là qu'on découvre que vous êtes des individus malhonnêtes, des assoiffés de pouvoir, qui sont prêts à vendre même leur propre peuple au diable pour avoir le pouvoir. Il a mis l'accent sur la nécessité de recouvrer une soi-disant véritable souveraineté, de réaliser une soi-disant démocratie inclusive. Cette émission nous a éclairé sur ses vœux concernant la prochaine élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Enfin, Awadon Melo appelle de tous ses vœux à un coup d'État en Côte d'Ivoire au regard de ce qu'il a développé sur le supposé parti d'État en Côte d'Ivoire
et sur la commission électorale qui serait dominée par le parti au pouvoir. En effet, Awadon Melo explique que lorsque le parti au pouvoir utilise les instruments de l'État contre l'opposition, cela peut conduire à un coup d'État. Et donc, Awadon Melo, dans ce direct qu'il a fait avec Ali Koulibaly, il explique aujourd'hui là, toutes les conditions sont réunies pour faire un coup d'État en Côte d'Ivoire. Puisque le président de la République ne veut pas se substituer en juge, ne veut pas aujourd'hui faire entorse à la Constitution pour essayer de violer la séparation des pouvoirs. Puisque selon lui, la CEI est dominée par le RHDP. Et en même temps, eux là, c'est comme s'il n'y a aucun opposant dans la CEI. Et en même temps, eux demandent la vice-présidence. Si eux n'ont pas obtenu tout ça là, c'est que on doit faire un coup d'État en Côte d'Ivoire. Et lui, il est d'accord pour qu'on fasse un coup d'État en Côte d'Ivoire. Voilà aujourd'hui, donc, il dit que le parti au pouvoir le veuille ou pas, eux, ils sont en train de se préparer pour faire un coup d'État. Et donc, que si les partisans du pouvoir veulent là, ils n'ont qu'à dormir pour se blaguer eux-mêmes. Mais eux, les gens du PPACI, PDCI, MGC, COGEP, GPS, LMP et tout ce que vous voulez, FPI, eux, ils sont là. Eux vont faire coup d'État pignant. Ce n'est qu'une question de temps. Ils sont en train de chercher leurs clients qui vont s'ajouter à eux pour venir attaquer le pays. C'est ça leur objectif. Il y a des questions aussi qui lui ont été posées sur des questions historiques. Les questions historiques, de 2000 à 2011, la gestion autocratique et désordonnée chaotique du pouvoir FPI-LMP par Laurent Gbagbo, avec la manipulation de la jeunesse, la galaxie patriotique, les agoras, les parlements, les escadrons de la mort, etc. La politique de l'ivoirité concrétisée par les tueries massives des Ivoiriens du Nord. Les détournements massifs des deniers publics, les vols d'argent. Le refus de Laurent Gbagbo de reconnaître sa défaite électorale ayant entraîné une crise post-électorale avec pour conséquence plus de 3000 morts. Donc, toutes ces questions lui ont été posées. On dit, tu penses quoi de la gestion calamiteuse de Laurent Gbagbo? Pourquoi Laurent Gbagbo a endoctriné les jeunes gens et leur a donné des armes? Pourquoi il n'a pas pris cette même somme pour construire des écoles, des universités comme Alassane Ouattara, mais il a construit des agoras et autres avec des parlements? Pourquoi, quand vous étiez au pouvoir, il y avait beaucoup de détournements d'argent des Ivoiriens et puis vous n'avez pas travaillé? Pourquoi Laurent Gbagbo, malgré que le monde entier lui a dit, tu as perdu toutes les élections, il faut libérer. Lui-même, il avait appelé le certificateur pour venir certifier. Pourquoi Laurent Gbagbo a refusé de quitter? Et en bon dictateur, il a fait d'abord 3000 morts avant de quitter. Pour quelqu'un qui a passé plusieurs années à la tête du BNET, sans pouvoir aider à solutionner aux problèmes d'inondation du carrefour indénié, on est en droit de douter de ses compétences. Et donc, Awadon Melo, toi, tu étais au BNET. Le carrefour de l'indénié, là, tout le monde sait ce qui s'est passé là-bas. Mais tu n'as pas pu trouver de solution. Aujourd'hui, tu veux t'ériger en donneur de leçons. Et même en prophète, ça passe très mal. On n'a jamais vu un vaurien, un incapable, être capable de moraliser ceux qui sont des artisans et ceux qui sont des faiseurs, ceux qui sont des bâtisseurs. Si vous étiez capable de quelque chose là, on allait voir ne serait-ce qu'un pont ou même une petite route quelque part. Mais chez vous là, c'est zéro tapé. Pour moi, au-delà des apparences, Awadon Melo est un agent russe pour imposer l'homogénéité de la Russie en lieu et place de celle de la France. Là maintenant, c'est le père Koulibaly Martial qui donne son idée maintenant sur Awadon Melo. Il dit, avec tout ce qu'on vient de vous dire là, à travers les propos d'Awadon Melo là, il n'y a rien, il ne faut même plus douter. Awadon Melo là, c'est un agent des renseignements des Russes et un agent infiltré de la Russie pour essayer de manipuler les gens en Afrique pour que on n'a qu'à chasser les Français et puis maintenant les Russes vont venir. C'est ça sa mission. C'est donc en réalité un agent de déstabilisation au profit des intérêts russes en Afrique de l'Ouest et centrale. Et donc derrière ce qu'il cache qu'il est vice-président des BRICS, c'est un agent de déstabilisation. C'est eux qui donnent les informations aux Russes. Les Russes leur donnent l'argent. Ils viennent payer des gens dans les différents régimes pour les corrompre. Comme ceux qui sont, et je le redis, dans le pouvoir d'Abidjan, qui se laissent corrompre en pensant que l'après Ouattara, si Ouattara quitte, ils ont des comptes à régler là. On vous connaît. Vous vous fatiguez. Donc là, les gens comme Awadon Melo là, eux ils viennent avec l'argent des Russes. Ils payent ces gens-là. Ils payent des informations pour la Russie.
Ils payent des gens dans l'opposition. Ils réfléchissent comment on va déstabiliser le pouvoir. C'est ça le vrai rôle de Awadon Melo en Afrique de l'Ouest et centrale. Si on vous explique les choses clairement comme ça, là, demain, vous n'allez pas dire que vous êtes surpris. Mais en réalité, la Côte d'Ivoire est la cible principale de Moscou. Et Awadon Melo est le nègre de service au même titre que Kémy Séba, Nathalie Yamb et les autres. Donc là, le meilleur nègre qu'ils ont trouvé, quand ils veulent attaquer un pays, ils utilisent les fils de ce même pays-là pour essayer de désorganiser ce pays-là. Lui, c'est lui qui est le Kémy Séba de la Côte d'Ivoire. Le Nathalie Yamb de la Côte d'Ivoire, il s'est mis totalement au service des Russes qui lui donnent des salaires et qui lui donnent des financements pour trouver des gens, pour essayer de corrompre et créer les conditions du désordre et désorganiser la Côte d'Ivoire. C'est ça sa vraie mission. Pour une division du travail entre eux, les Russes ont fait une segmentation en deux cibles. Donc, pour pouvoir bien faire le travail, Awadon Melo, avec les autres soi-disant panafricains, ils ont divisé les activités en deux parties. La partie cible est constituée par le petit peuple que Kémy Séba et Nathalie Yamb devraient convaincre que la Russie est le sauveur, le bon samaritain des peuples face à la domination française présentée comme liberticide et antidémocratique. Les gens comme vous et nous, moi, qui sont le peuple ordinaire, qui ne sont pas assez intelligents, on envoie des gens, des individus au rabais, des ratés comme Nathalie, la pute, la pute, et on prend Kémy, Demi Chebab, et on dit comme vous n'êtes pas trop intelligent, vous pouvez faire le jeu. Il suffit de trouver ce qu'il faut aux Burkinabés, aux Maliens, ou bien même aux Nigériens. Vous attisez leur passion, vous faites brûler des drapeaux russes, vous fabriquez des tricots russes, on crie pour dire « abat la France ». Ça, c'est la première partie. La seconde cible constituée par des cercles intellectuels est donc celle d'Awadon Melo qui doit convaincre de son côté. Et donc, on vous a parlé de la foule des ignorants. C'est les Nathalie Yamb avec les Kémy Séba qui s'occupent de ça. Mais il y a la foule des intellectuels. Tu ne peux pas venir au pouvoir sans intellectuels. Tu ne peux pas venir au pouvoir sans des stratèges. C'est là que rentre en ligne de compte Awadon Melo. Lui, maintenant, là, ce n'est pas n'importe qui vient voir. Ce sont les intellectuels. Ce sont ceux qui sont déjà dans le pouvoir, là, qui vont voir pour corrompre. C'est pourquoi nous savons très bien les différents agissements. Donc, ceux qui sont dans les cercles du pouvoir, qui sont en train d'agir avec ces personnes-là, on vous connaît. On vous connaît. Quand je dis souvent qu'auprès même dans le RHDP, à certains, là, on ne va pas les louper, là. C'est vous. Mais on vous connaît, on vous regarde. Et au bon moment, là, vous allez payer ça cash. Donc, Awadon Melo, là, lui, son rôle dans les pays africains, là, quand il est le représentant des BRICS en Afrique, là, il lui touche les cercles des intellectuels. Avec l'argent que les Russes lui donnent, là, il va corrompre les intellectuels. Parce qu'un intellectuel, c'est une figure morale. C'est quelqu'un, quand il parle, ça étonne les gens. Et donc, imaginez que cette personne vient dire qu'on supporte la Russie. Ou bien, des gens qui sont dans le cercle du pouvoir, ou bien les différents pouvoirs, ils viennent les voir pour essayer de les corrompre, pour avoir des informations, pour pouvoir fragiliser les pouvoirs. Voilà comment les réseaux comme les Chris Yapi, ou bien les informations qui quittent Abidjan, là, voilà comment les gens font pour obtenir. C'est à travers des gens comme la Awadon Melo. La Russie passe pour corrompre des gens qui sont déjà dans le cercle du pouvoir. C'est ça aussi que la réalité. Dans l'émission, Awadon Melo dit que la Russie a aidé le peuple africain à se décoloniser. Il a ajouté que le PDCI s'était apparenté au Parti communiste français, considéré comme le prolongement de l'URSS en France. Enfin, il fait croire que la Russie va aider les peuples francophones à trouver leur souveraineté pleine et entière. Et pourtant, depuis 1958, lui-même reconnaît que la Guinée de Sékou Touré a toujours été très proche de la Russie, qui a toujours exploité la bauxite de la Guinée. Il dit donc que si, aujourd'hui, là, les Africains veulent se libérer, là, ils n'ont qu'à être avec les Russes. Mais on lui pose la question. Quand, en 1958, Sékou Touré a dit non à De Gaulle, qui est venu pour exploiter la bauxite et les minéraux en Guinée, c'est la Russie. Mais de leur rapprochement, là, est-ce que la Russie a investi de 1958 jusqu'en 2024, là, est-ce que la Russie a investi dans un projet de développement humain en Guinée? Non.
Est-ce que la Guinée a pu profiter de son bauxite? Non. Peut-on dire pour autant que la Guinée-Conakry a acquis sa souveraineté pleine et entière? Donc, au regard de ce résultat-là, la Guinée est aujourd'hui le dernier pays même en termes de développement en Afrique de l'Ouest. Malgré tout le scandale géologique qui est là-bas. Est-ce que vous pouvez dire que la Guinée est souveraine? Et si vous dites cela, vous mentez. On voit bien que le discours sonne complètement faux. Awadon Melo n'est qu'un menteur. Comme diraient les Ivoiriens, tu es dans Doi, tu es un pafloteur pro max, un menteur patenté certifié. C'est juste des ambitions personnelles pour servir la cause de Poutine que tout ceci est orchestré. Vous vous mettez au service d'un dictateur dangereux pour la paix mondiale, dangereux pour la sécurité mondiale, pour pouvoir juste peut-être espérer avoir de l'argent. Et puis, hypothéquer l'avenir de l'Afrique, sacrifier les Africains pour votre propre pouvoir. Et c'est dangereux. C'est vous des intellectuels mercenaires. Maintenant, il a terminé avec une question. Pourquoi les Russes veulent forcément attaquer la Côte d'Ivoire et partant de là, l'Afrique de l'Ouest? La Côte d'Ivoire occupe une position géostratégique fondamentale en Afrique de l'Ouest. Tout simplement parce que politiquement, la Côte d'Ivoire a un leadership important et reconnu en Afrique de l'Ouest et en Afrique de manière générale. Il dit, si vous ne savez pas ce que c'est que la Côte d'Ivoire, là, la Côte d'Ivoire, là, c'est le pays d'Oufo-Boigny. C'est le pays qui a aidé l'ANC. C'est le pays qui a accueilli les réfugiés de l'Éthiopie. C'est le pays qui a formé des dizaines, des centaines de générations de musiciens africains. Je vais citer par exemple Koffi Olomide. Je vais citer par exemple, qui c'est encore? Sam Mangwana. Je vais citer tous. La Côte d'Ivoire est une plaque tournante, que ce soit politiquement, culturellement, intellectuellement. Quand tu arrives à partir de la Côte d'Ivoire à lancer une idée, ça prend. Et la Russie a besoin de la Côte d'Ivoire parce que vous les Ivoiriens, quand vous êtes dans quelque chose, ça prend. Et la Russie est consciente que pour pouvoir maîtriser toute l'Afrique, là, la Russie doit prendre la Côte d'Ivoire et utiliser le potentiel géostratégique de la Côte d'Ivoire. Quand on parle de géostratégie, ça, vous entendez géographie et stratégie. Ça veut dire, à partir de la position géographique d'un pays, on va mettre une stratégie en place pour dominer le reste de l'Afrique de l'Ouest. C'est ce que géostratégie veut dire. Géopolitique, ça veut dire géographie et politique. Comment l'aspect géographique d'un pays peut impacter sur sa politique. On a déjà expliqué tous ces termes-là ici. Donc, les élèves de la classe sont bien formés et ne doivent pas avoir peur de ces mots-là. Donc, est-ce que vous comprenez de quoi on est en train de vous parler? Vous, les Ivoiriens, là, votre histoire, ça compte. Et votre géographie compte. Et la politique, eux, veulent mener. Ils veulent profiter de votre géographie. Ils veulent profiter de votre position pour lancer un nouveau concept pour pouvoir réussir. La Côte d'Ivoire a toujours été reconnue comme un pays qui sait transformer la boue en or. La Côte d'Ivoire a été reconnue comme un pays. Quand Ivoirien se met dans quelque chose, ça va loin. La Côte d'Ivoire a été reconnue comme un pays duquel dépendent les autres pays voisins. Tous les pays voisins qui entourent la Côte d'Ivoire, là, ils ont besoin de nous. Donc si tu as pu avoir un tel pays et que tu viens dans ce pays, maintenant tu utilises ces avantages géographiques, tu peux faire le commerce à partir de la mer. Ça va augmenter ton pouvoir. En prenant la Côte d'Ivoire, la Russie va mettre des droits de douane sur les importations qui vont aller dans les pays du Sahel. Ils vont se faire de l'argent. Et ils vont décider des partenaires économiques des pays du Sahel. Et comme ça, là, ça leur donne une puissance économique. De façon stratégique, une fois qu'ils sont là, ils vont maintenant utiliser le potentiel des Ivoiriens, l'appareil politique ivoirien et surtout l'historique des Ivoiriens, l'histoire des Ivoiriens, pour se donner un leadership dans le monde et surtout à partir de l'Afrique. Voilà pourquoi les Russes veulent forcément attaquer la Côte d'Ivoire. Tout simplement parce que politiquement, la Côte d'Ivoire a un leadership important et reconnu en Afrique de l'Ouest et en Afrique de manière générale. En outre, la Côte d'Ivoire économiquement est le pays le plus avancé de l'UEMOA. Deuxième pays le plus avancé de l'Afrique de l'Ouest derrière le Nigeria. Je vous ai déjà parlé des avantages économiques. Quand tu arrives à prendre le poumon économique d'une zone, tu contrôles toute la zone. Et donc, ils veulent utiliser l'arme économique à travers le pouvoir qu'a déjà la Côte d'Ivoire pour commander toute la sous-région ouest africaine. Ça aussi, ça fait partie des objectifs russes.
La Côte d'Ivoire est la 9e patrie la plus avancée d'Afrique, avec 2 ports modernes que sont le port d'Abidjan et le port de San Pedro. En plus de cela, je vous ai parlé des ports. Mais il y a port et puis il y a port. Il y a port d'Abobo. Il y a port de Ferké. On appelle ça port sec. Il y a le port qui se trouve à Abidjan. Et puis il y a le port de San Pedro. Quelle est la différence entre ces 3 ports? Le port de Ferké est un port sec. Un port sec, c'est un endroit qu'on déménage, on aménage et qui sert comme un port. Parce qu'on a déjà un port réel, mais pour faciliter la distance aux gens, on crée ça comme un port, mais seulement qu'il n'y a pas l'eau là-bas. On appelle ça port sec. Exemple, le port sec de Ferké. Il y a le port d'Abobo. Quand on dit à un Ivoirien port d'Abobo là, vous savez de quoi je veux parler? Tellement les Ivoiriens savent créer, ils disent port d'Abobo. Ça veut dire, on t'a mis dans le vent, tu as perdu. Ça n'existe pas. Même en imagination, ça ne peut pas exister. Ça là, c'est comme ça. La mer va arriver au Mali, au Niger, au Burkina. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les vrais ports. Écoutez-moi très bien. Je vous ai dit, il y a des ports secs. Il y a des ports qui ne peuvent même pas exister dans l'imagination, comme le port d'Abobo. Il y a des ports secs qui peuvent exister, mais qui n'ont pas d'eau, comme le port de Ferké. Et puis maintenant, là, ce qui fait que la Russie veut la Côte d'Ivoire, là, c'est qu'en Afrique de l'Ouest, là, je vous ai déjà fait une émission où je vous ai cité les meilleurs ports d'Afrique. Parmi les meilleurs ports d'Afrique, là, est-ce que vous n'avez pas vu le port d'Abidjan? Ça veut dire, le port d'Abidjan, là, ils ont les capacités logistiques les plus modernes. Ils ont tout ce qu'il faut en termes de matériel pour faire un travail plus facilement. Et donc là, on ne veut pas seulement un port, hein. On veut un port qui a tout ce qu'il y a de moderne, un port avancé en technologie. C'est pourquoi le port de la Guinée ne peut pas leur servir. Le port du Togo ne peut pas leur servir. C'est le port de Côte d'Ivoire là qui peut leur servir. Pourquoi? La Russie a besoin des ports de la Côte d'Ivoire pour évacuer plus facilement les minerais qu'elle exporte au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Les 2 ports sont donc essentiels pour faciliter le transport des matières premières à l'extérieur du continent vers le monde entier. Voilà la raison simplement. Quand on sait que de gros investissements ont été effectués par le président Ouattara pour agrandir et moderniser le port d'Abidjan et de San Pedro, on comprend davantage les envies de la Russie. Et pourquoi? Parce que quand le président Ouattara est venu, il a apporté les matériels les plus sophistiqués des dernières générations. En plus de cela, il a agrandi les 2 ports de San Pedro et d'Abidjan. Non seulement ils ont les matériels les plus efficaces, mais ce sont les ports les plus grands en Afrique de l'Ouest, les plus développés. Et donc quand la Russie voit ça, la Russie commence à baver d'envie. Et donc, si on vous a expliqué tout ça simplement, disons merci au patriarche Koulibaly Martial, consultant en stratégie, c'est lui qui a fait ses réflexions et moi j'ai expliqué à ma façon pour que entre nous villageois, on puisse comprendre. Puisque nous là, on a la vraie connaissance là, on ne cache pas. Quand je dis ici souvent le mythe de Prométhée, c'est la connaissance là, c'est comme du feu. La seule chose au monde, quand tu partages là, et puis ça devient beaucoup là, c'est le feu. Il faut mettre le feu dans un coin. Tu vois, ça va prendre partout. L'eau là, tu verses là, à un moment là, elle va tarir, ça va sécher. Mais la connaissance là, quand tu expliques les choses difficiles, tu fais ça simplement. Et puis tous ceux qui sont au village ont compris là. Ça libère vos esprits. Il n'y a personne qui peut venir vous tromper. C'est ce que nous avons fait en 2024. C'était la dernière émission du jour. Je dis merci à ceux qui ont compris, à ceux qui, durant l'année 2024, ont tiré des leçons de ce que nous leur avons enseigné, mais surtout merci à tous ceux qui nous ont enseigné quelque chose de nouveau. Parce que dans tout rapport humain, on apprend toujours avec les autres. On a aussi beaucoup appris avec vous. Nous disons merci à tous ceux qui ont contribué au festin intellectuel en 2024. 2025, ça sera encore une nouvelle aventure. Restons déterminés. Merci à toutes les nouvelles têtes qui continuent de venir et d'enrichir surtout la plateforme Éclaireur Pro Vérité. Venez, venez. Quelle que soit la langue que vous parlez, on n'a pas besoin de ceux qui parlent gros français.
Nous-mêmes, là, vous voyez, ces gros français, là, on prend là, et puis on fait ça doucement, doucement, et puis tout le monde comprend. C'est pas ça qui nous intéresse. C'est pas nos diplômes qui nous intéressent. Comment on fait pour que chacun comprenne comment la vie fonctionne, et puis on s'en sort tous. Voilà la réalité qui va nous sauver, nous tous. Merci, merci, merci.